Revenons sur la séquence Banque centrale de la rentrée avec derrière nous la décision de la BCE et devant nous la décision de la Fed cette semaine et d'autres banques centrales qui auront l'occasion de s'exprimer. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence, responsable de la macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, je crois que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer sur la décision de la BCE la semaine dernière, à l'occasion notamment d'un Eurogroupe qui se tenait dans le sillage de la réunion de la BCE vendredi et samedi. Tous les ministres européens des finances se sont exprimés sur la hausse de taux de la Banque centrale européenne. Je voulais qu'on vienne quand même avec vous, Frédéric, sur ce qui a été écrit dans le communiqué, qui a fait l'objet d'un consensus au sein du Conseil des gouverneurs. Une des phrases clés du communiqué, c'est que le Conseil des gouverneurs estime aujourd'hui que le niveau atteint par les taux directeurs de la Banque centrale européenne, s'il est maintenu suffisamment longtemps, est cohérent avec l'objectif d'un retour de l'inflation à 2%. Oui, absolument. C'est un petit peu plus accommodant ou explicite, disons, que ce à quoi on pouvait s'attendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire pour la Fed aux États-Unis. On prétend toujours vouloir monter les taux. Il y a une sorte de posture pour être crédible et pour ne surtout pas laisser le marché s'emballer sur l'idée de baisse de taux. C'est également le cas pour la Banque centrale européenne. Là, ça a été un petit peu plus explicite sur l'idée que voilà, c'est bon, sauf mauvaise surprise, il suffira de rester là suffisamment longtemps à ce niveau de taux d'intérêt pour que l'inflation baisse. Je crois qu'il y a deux éléments en revanche qui sont un petit peu différents. La politique d'abord et la transmission de cette politique monétaire. La politique au sens large parce qu'on a eu quand même un petit peu de bruit et des fuites dans la presse malvenues avec un timing un petit peu étonnant. Donc je pense que la présidente Christine Lagarde n'était pas tout à fait contente de ça et que le compromis résulte aussi de ce signal finalement qui avait été envoyé par certains membres apparemment de la Banque centrale européenne ou des gouverneurs sur une hausse de taux qui finalement serait décidée. Ça a été le cas et donc peut-être un petit peu de rattrapage ensuite en termes de communication pour dire oui, non mais bon, il est probable que ce soit suffisant. Donc à cette dimension politique, moi ce qui m'intéresse c'est que le marché finalement n'y accorde pas énormément d'attention. On n'est plus comme dans les années les plus difficiles de la crise de la dette souveraine où on se tirait un petit peu dans les pattes, entre guillemets. Ça me semble être moins le cas. Il y a un débat et bon, voilà, on verra comment ça s'articule. En revanche, ce qui est plus fondamental et plus important, c'est que la transmission de la politique monétaire, et ça, clairement, c'est écrit dans le communiqué et Christine Lagarde l'a répété, elle est plus rapide, elle est plus efficace qu'aux États-Unis, en zone euro par rapport aux États-Unis. Et donc, la Banque centrale européenne a besoin d'en faire moins, toutes choses égales par ailleurs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il y a un prix à payer, qui est celui d'une croissance plus faible. Comment est-ce que la BCE, partant de l'idée qu'on a atteint le pic des taux, qu'on va vivre avec ce pic pendant quelques temps, Frédéric, comment la Banque centrale européenne peut maintenir une tension sur les conditions financières suffisantes, puisque c'est tout l'objectif de la stratégie partant du niveau de taux qui a été atteint. Bon, sur les taux courts, on peut imaginer effectivement qu'ils ont quand même une maîtrise de cette partie-là de la courbe, mais plus on s'éloigne des taux directeurs, plus ça peut être compliqué peut-être pour la BCE de tenir des taux à un niveau suffisant. Quels sont les outils dont dispose la Banque centrale européenne pour gérer ce higher for longer ? C'est effectivement le point le plus intéressant finalement de la réunion de la semaine dernière, ce qui n'a pas été évoqué. Et c'est tout le reste. Donc, ce que nous, observateurs techniques de la Banque centrale, regardons en permanence, le remboursement des TLTRO, la rémunération des réserves obligatoires, le rythme de réduction du bilan, ça paraît très technique, mais c'est quand même ça qui, in fine, dicte les conditions financières de marché, notamment sur la partie longue des taux. Et là, le gros du travail et les peut-être discussions encore plus compliquées s'annoncent pour la fin d'année, puisque la BCE doit revoir ce système de gestion de la liquidité et prendre quelques décisions peut-être également politiques, parce que je rappelle qu'il y a des taux d'intérêt à 4%, avec un excès de liquidité toujours supérieur à 3 500 milliards d'euros largement, et on transfère plus de 100 milliards d'euros aux banques, de la Banque centrale aux banques commerciales chaque année, ce qui est politiquement discutable. Donc il y aura ce sujet-là. Et puis le reste, en l'absence de choc, va être relativement facile, mode autopilote enclenché, parce qu'il suffit de maintenir les taux d'intérêt. Et on les a entendus, tous les gouverneurs, depuis d'ailleurs ce matin aussi, commencer à dire que voilà, entre les lignes, on pourrait peut-être baisser les taux en fin d'année 2024, en tout cas pas avant l'été 2024, ce qui veut dire que même les plus faucons d'entre eux sont ouverts à l'idée peut-être d'un assouplissement, en tout cas d'un ajustement du réglage monétaire en deuxième partie d'année prochaine. D'ici là, si on n'a pas de choc, même si on a de la volatilité sur le pétrole, vous venez de l'évoquer, la BCE peut, pour l'instant, je pense, attendre tranquillement sans rien faire et attendre notamment dès le mois prochain d'ailleurs, une baisse probablement relativement forte de l'inflation sous-jacente qui va l'aider aussi dans sa communication. C'est ce qui fait que pour vous, le risque d'une ultime
hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, peut-être par exemple lors du meeting de décembre, pas forcément les prochains, mais celui peut-être de fin d'année. C'est un risque qui vous paraît peu crédible aujourd'hui, Frédéric ? J'allais presque dire que ce serait une bonne chose si ça arrivait, parce que ça voudrait dire qu'il nous faudrait un rebond rapide de la croissance pour tolérer, entre guillemets, pour que ce soit acceptable. L'inflation, dans les projections de la BCE auxquelles nous adhérons, va ralentir progressivement. La question, c'est combien de temps il faudra pour aller à 2%. Mais si, entre-temps, on a une récession plus forte en Allemagne, voire ailleurs, une contraction du crédit aux ménages, aux entreprises, on va oublier l'idée de monter les taux d'intérêt, même si l'inflation est sticky, entre guillemets, et met du temps à baisser. Donc, si on est en décembre avec un débat à la BCE sur une nouvelle hausse de taux, je pense que ce serait presque une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les indicateurs de croissance en Chine et en Europe se seront retournés rapidement. Regardons du côté de la réserve fédérale américaine, Frédéric. Alors sur le tableau de bord de la Fed, il y a quand même plusieurs indicateurs clés. Le taux de chômage pour le mois d'août, qui a alors remonté effectivement de quelques dixièmes de points de pourcentage, 3,8%, ça reste quand même un taux historiquement bas au regard de ce qu'on a vu aux États-Unis. Et l'inflation cœur, sur les 3 derniers mois, annualisée, est à 2,4%. C'est une manière de mesurer l'inflation cœur sur 3 mois annualisés. En l'occurrence, c'est une mesure qui est très regardée par les économistes et les intervenants de marché. Est-ce que c'est le soft landing historique, rare, qu'on n'a plus vu depuis les années 90, ou est-ce que ça reste encore le mirage d'un soft landing pour l'économie américaine ? Jusqu'ici, le ralentissement de cette inflation, ce noyau dur, au-delà des espérances de la Fed, c'est clair, ou de celles qu'on pouvait avoir en début d'année, sans vrai poids sur la croissance, sur l'activité ou remontée du taux de chômage. Pour l'instant, elle est effectivement marginale. Néanmoins, entre les lignes, si vraiment on regarde la vraie dynamique, parce qu'il y a énormément de bruit sur le prix des transports en avion, sur le prix d'un certain nombre de services dans les secteurs qui consomment énormément de main-d'œuvre, où le niveau des salaires et la croissance des salaires est toujours très forte. Donc il n'y a pas de miracle non plus. Pour le moment, la Fed n'a peut-être encore pas terminé complètement le travail, en tout cas ne peut pas baisser la garde. Et de ce point de vue-là, la seule question, parce que la communication est très claire pour le moment, il n'y aura pas de hausse de taux cette semaine, la communication s'articule surtout sur le long terme. On est déjà en 2024, quelque part, pour la Fed, je pense, avec l'idée de savoir à quel rythme ce noyau dur, et donc les salaires, et donc le marché du travail, vont ralentir. Est-ce que ce scénario un peu miraculeux, encore une fois, de soft landing, d'atterrissage en douceur se poursuit, ou est-ce qu'on a quand même quelques cracks ? On en voit quelques cracks, y compris sur le marché du travail. Ça peut se propager relativement rapidement. C'est toujours la dernière variable d'ajustement. Donc je pense que Powell ne baissera pas la garde, mais non plus criera certainement pas victoire sur cet objectif-là. La question en termes de communication, c'est leur projection du coup de 2024 et au-delà. Combien de membres de la Fed, du FOMC, potentiellement revoient à la baisse leur anticipation de taux, leur projection, les fameux dots, et peut-être du coup signale une vraie pause, là aussi, à la manière de la BCE, de manière un peu plus explicite. Ça peut être un moment clé pour le dollar, Frédéric. C'est un des paramètres de marché, évidemment, qu'on regarde beaucoup. Le dollar s'est durci, raffermi encore tout au long de l'été face à des devises majeures, des devises émergentes, le yuan chinois, le yen japonais, l'euro de la zone euro. On sent que tout le monde n'était pas prêt à voir encore un dollar aussi fort continuer de se raffermir, peut-être à ce stade aujourd'hui, Frédéric. Absolument, mais il y a beaucoup d'histoires de l'autre côté, du côté euro, du côté yen, du côté sterling, voire franc suisse. Oui, le fait que la Fed, que la croissance américaine soit encore aussi forte et que la Fed ne soit pas, disons qu'on ne prévoit pas de baisse de taux imminente, renforce le dollar, c'est certain, mais je pense que l'aspect croissance sur ce fameux smile du dollar joue peut-être même encore plus. On ne s'attendait pas non plus à une contraction aussi rapide de l'activité, y compris dans les services en Europe. On ne s'attendait pas à ce qui s'est passé en Chine depuis 2 mois. Donc voilà, il y a toujours 2 parties et 2 jambes à un taux de change. De l'autre côté, ça ne s'est pas passé non plus comme prévu. Et je pense que de ce point de vue-là, on regarde par exemple un indicateur de surprise économique. On est quand même toujours pas loin de points un peu extrêmes où aux États-Unis, on peut difficilement faire mieux. Déjà, la consommation a commencé à s'essouffler un tout petit peu sur le mois passé. Il suffirait d'une ou 2 mauvaises nouvelles et au contraire, une stabilisation de l'activité en Chine, ce qui me semble être en train de se dessiner pour que peut-être le dollar ne s'apprécie pas davantage. Mais c'est un vrai problème, parce que c'est comme toujours quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement. On peut avoir raison sur les taux d'intérêt, mais tort sur le taux de change. Et c'est un risque, notamment également pour un certain nombre de pays émergents.
Pour conclure, une stabilisation ou l'idée d'une stabilisation effectivement de l'activité économique en Chine, Frédéric, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication, comme effet pour le reste du monde, pour la zone euro par exemple, et du point de vue des marchés, quand on voit quand même le niveau de pessimisme qui a été atteint vis-à-vis des actifs chinois, est-ce qu'une simple stabilisation peut déclencher quelque chose qui ressemblerait à un mouvement de rebond ? On connaît les mots les plus dangereux en finance, this time is different, mais c'est un petit peu vrai pour la Chine dans la mesure où, normalement, avec toutes les mesures qu'ils ont mises en place, les autorités en termes de baisse de taux, d'assouplissement des conditions de liquidité, mais aussi côté budgétaire et d'accès au marché immobilier, on aurait déjà dû avoir un rebond, ne serait-ce que des marchés déjà, et on voit que ça peine vraiment, ça s'essouffle toujours très rapidement. Parce qu'on est dans un cas d'affaiblissement structurel du marché immobilier et d'un certain nombre d'acteurs qui sont toujours là. On est en Chine, ils ne font pas faillite, on ne les recapitalise pas de la même manière que dans les pays occidentaux, mais qui sont toujours en grande difficulté. On n'a pas peut-être encore trouvé un plancher très clair pour les prix de l'immobilier tout simplement en Chine. Et je pense que ça, c'est le point principal. À court terme, oui, on a déjà un certain nombre d'indicateurs qui se retournent. Je pense que le pessimisme était un petit peu exagéré et qu'on peut imaginer une stabilisation, ne serait-ce que du crédit, de l'impulsion du crédit en Chine qui est absolument crucial et qui, ne serait-ce que s'il se stabilise, va permettre à l'activité de rebondir d'ici la fin d'année. Nous, on est toujours un petit peu inquiets pour 2024 encore et on a plutôt tendance à baisser nos perspectives de croissance, un peu au-dessus de 4% l'année prochaine, ce qui est quand même, pour les standards chinois, pas terrible. Et donc pour le pétrole, pour le dollar, pour toute une série de classes d'actifs, ça peut effectivement avoir des conséquences importantes. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour cet éclairage macro des débuts de semaine tourné vers les décisions de Banque centrale. C'est la séquence du moment. La BCE, c'était la semaine dernière. Nous aurons la Fed, notamment mercredi soir, avec un statu quo. L'idée d'une pause qui se confirmerait encore à ce meeting de septembre pour la Réserve fédérale américaine. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, était avec nous en visioconférence dans cette édition de Smart Bourse sur Bismart.